présenter Monsieur Éric Fornal, qui est donc secrétaire général de l'Association nationale des anciens prisonniers d'Indochine, donc l'ANAPI, ancien sous-officier dans l'infanterie, breveté commando, combat en montagne, et il vient de faire paraître un ouvrage d'entretien avec le dernier chef de section du bataillon Bijar à Dien Bien Phu, Pierre Flamen, intitulé Constant toujours, souvenir d'un parachutiste en Indochine, donc chez Indo Édition. Je vous cède la parole. Bien, alors effectivement, je suis le secrétaire général de l'Association nationale des anciens prisonniers d'Indochine qui a fusionné, on va dire ça comme ça, avec l'association, avec l'amicale des anciens Dien Bien Phu, qui au dernier pointage sont moins de 80 aujourd'hui en France. Le plus jeune a 91 ans, c'est le président William Chilardi, un ancien para du 8e choc, qui a servi d'ailleurs dans la batterie 12-7 du grand-père de notre ami Redon. Voilà. Il m'a été demandé de parler des héros méconnus de la bataille de Dien Bien Phu. Pourquoi des héros méconnus? Évidemment, si on parle des héros, tout le monde s'attend à ce qu'on reparle pour la énième fois de Geneviève de Galard. Je l'ai bien connue, Geneviève, je l'ai fait venir dans l'école de mes enfants. Tout le monde s'attend à ce qu'on reparle encore du général Bijar, du colonel Langlais. Bon, j'ai décidé de ne pas parler d'eux aujourd'hui. Pourquoi? Pour deux raisons. D'abord, ils ont assez parlé d'eux-mêmes à travers tous les livres qu'ils ont écrits, à travers toutes les conférences qu'ils ont prononcées. Et puis, à Dien Bien Phu, il n'y avait pas qu'eux, il y avait 11 000 hommes. Et comme l'a dit le général Bijar lui-même, dans la bataille, ce sont les plus petits qui ont été les plus grands. Et dans l'esprit du général, les plus petits, c'était les petits lieutenants, les sous-ofs et les hommes de troupe. Et j'ai décidé d'évoquer la mémoire, le parcours de certains nombres d'entre eux, pour certains que j'ai très bien connus. J'ai eu des heures entières de discussion avec eux, et je peux vous dire que ces gens-là, c'était des hommes, quoi. C'est pas les petits Mickey de la Gay Pride. Je ferme la parenthèse. Et j'ai décidé de parler d'eux, notamment à travers l'épisode le plus sanglant de la bataille de Dien Bien Phu. C'est ce qu'on a appelé la bataille dite des 5 collines. La bataille des 5 collines, elle commence le 30 mars en fin d'après-midi. Vous vous souvenez, le 13 et le 14 mars, les Viettes se sont emparés de Béatrice et Gabriel, les deux positions les plus au nord. Dans l'intervalle, ils ont neutralisé la piste d'aviation. N'ayant plus rien à craindre dans leur dos, ils s'intéressent aux 5 collines qui se trouvent à l'est de la rivière, Namyun, parce qu'ils savent très bien qu'en menant un assaut général sur ces collines-là, s'ils réussissent, ils n'auront plus qu'à traverser la rivière presque l'arme à la bretelle pour aller chercher par le pantalon le colonel de Castries. Et la bataille des 5 collines commence très mal le 30 mars au soir. Pourquoi? Dominique I, tenu par les tirailleurs algériens, au bout d'un quart d'heure de combat, les tirailleurs algériens foutent le camp. Dominique II, la colline la plus importante, le sommet Dien Bien Phu, tenu aussi par une unité d'Algériens, au bout d'un quart d'heure de combat, foutent le camp. Troisième colline, Eliane 1, qui deviendra la colline charnier, selon l'expression de Pierre Schoendorfer, vu les combats qui vont s'y dérouler. Je vais en parler quelques temps après. Eliane 1 est tenue par les Marocains. Même scénario, au bout d'un quart d'heure, les Marocains se débandent. Il reste 2 collines, le 30 mars, et Dien Bien Phu s'est plié. Arrête les Viettes à cet endroit-là, en position de plaine sur Dominique III. Vous l'avez vu dans le film de Philippe Delarme, un petit lieutenant d'artillerie coloniale qui s'appelle Paul Brimbrook, à qui on a dit « repasse de l'autre côté de la rivière avec tes canons ». Et Brimbrook désobéit. Heureusement, il dit à l'état-major d'ailleurs « bande de cons, envoyez-moi des munitions ». Et il a refusé de replier ses canons, et il a arrêté la marée Viette, là, le long de la rivière Namyun. Il a fait descendre ses canons, ses tubes à zéro, et il a percuté les Viettes de plein fouet. Et puis l'épicentre de la bataille va se dérouler sur une colline à côté qui s'appelle Eliane 2. Eliane 2, le combat va y durer 107 heures. 107 heures. Les pertes vont être tellement immenses, énormes, que c'est là où les Viettes, pendant des années, ont mis leur monument aux morts. Eliane 2 est tenu par une compagnie de Marocains, un bataillon marocain, le 4e régiment de tirailleurs marocain du commandant Nicolas. En fin d'après-midi, le colonel Langlais, qui est un para, qui dirige les contre-attaques, téléphone au commandant Guiraud, qui commande le 1er bataillon étranger de parachutistes, pour lui dire « Guiraud, envoie-moi tout de suite une compagnie de ton bataillon sur Eliane 2, parce que je sens que les Marocains sont mous du genou. » Tout de suite, Guiraud envoie un officier, la première compagnie du 1er BEP. Si vous voulez continuer l'aventure, vous pourrez continuer avec le livre qu'a écrit le colonel Luciani. C'est de lui dont je vais parler. Jean Luciani dirige cette première compagnie. Jean Luciani, je l'ai bien connu pour la force des choses, tout bonnement, parce que c'était mon parrain. Il a fini colonel, grand croix de la Légion d'honneur, 14 citations. Il a été blessé 4 fois pendant la bataille. La compagnie Luciani, pour ceux qui l'ont connu, Jean, c'était quand même un rugueux. Dans le service, c'était pas un drôle. Philippe Delarme l'a connu. Je vois mon ami Gérard April, un para de l'UNP avec qui on a déjà organisé des événements avec Jean Luciani. C'était pas un drôle. Par contre, quand il n'était pas en service, c'était l'homme le plus délicieux, un des plus drôles et des plus gentils que j'ai connus. Mais en service, c'était un professionnel. Jean Luciani, dans sa compagnie, 4 sections.
Voilà les héros de la première nuit, les héros méconnus de la bataille. Dans sa compagnie, 4 sections. À la première section, un lieutenant qui s'appelle Rollin. Rollin, il a fait Coët-Quidan avec Jean Luciani en 46-47, la deuxième promotion après la libération. Et il a déjà fait un séjour au 2e BEP en Indochine. À la 2, un sergent-chef qui s'appelle Marcel Lemayeux. Il sera tué 4 ans plus tard en Algérie, dans les rangs du 1er REP. À la 3, un adjudant italien qui s'appelle Falzetti. Falzetti, les Viettes vont s'acharner contre lui pendant la captivité, parce que dans un village, il a eu le malheur de tuer un chien pour manger. Il avait besoin de protéines. Et à la 4, un petit lieutenant qui vient d'arriver il y a 3 jours en Indochine, qui n'a même pas connu son baptême du feu. C'est le sous-lieutenant Dumont. C'est le neveu du général Brosset, Diego Brosset, qui dirigeait la 1re division française libre pendant la guerre. Et le petit Dumont, c'est même pas un professionnel de la guerre, c'est un ORSA. Ceux qui ont connu le service militaire à l'époque savent ce que ça veut dire. C'est un officier de réserve en situation d'activité. Voilà. Il faisait son service militaire, il a signé pour 3 ans, il était volontaire pour l'Indochine, il va être servi. Lorsque la compagnie Luciani monte sur Eliane 2, les Viettes sont déjà en train de faire leur tir de réglage, comme on dit. Première déconvenue, voyant les légionnaires parachutistes arriver, ils ont une grosse centaine, dont la moitié sont des Vietnamiens. On ne le dit jamais, mais la moitié des effectifs dans les troupes d'élite, que ce soit les paras ou la Légion, à Dien Bien Phu, étaient des Vietnamiens qui se sont battus aussi bien que leurs frères d'armes européens. Lorsque Jean Luciani et ses hommes montent, déjà, première chose, les Marocains se débandent à leur tour. Jean Luciani ne l'entend pas comme ça. Il sait ce qui va se passer parce qu'il a vu comment ça s'était passé sur les autres collines. Il sait qu'ils vont être assaillis par une marée humaine tout à l'heure. Il a besoin des Marocains. C'est donc à coups de pied dans le cul et à coups de poing dans la gueule, excusez-moi l'expression, qu'il les fait remonter en ligne. Et il a eu raison, parce que la nuit, bien encadrés par les légionnaires, ils vont se battre correctement, les Marocains. Deuxième déconvenue, en arrivant en haut d'Eliane 2, la colline est très mal aménagée. Les tranchées sont basses, les plans de feu sont mauvais, les trous de combat mauvais, et surtout, au-dessus de certaines tranchées, ce n'est pas une position mise en défense, c'est un souk. Les Marocains, ils ont mis des planches et des briques. Ils pensent qu'avec ça, on peut arrêter un obus de petit calibre, voire des balles. Jean Luciani dit non. Allez, foutez-moi tout ça en l'air, ça nous protège de rien, et ça nous empêcherait même de lancer des grenades. Troisième déconvenu, au premier coup d'œil, il a vu où allait jouer le sort de la bataille dans la nuit. Il y a un Talweg qui monte directement vers le sommet d'Eliane 2, où les Viettes grouillent tellement qu'on l'appelle les Champs-Élysées. En haut des Champs-Élysées, la position est coiffée par une maison, une ancienne maison d'un administrateur colonial dans les années 20-30. Évidemment, la maison n'existe plus, elle est rasée, mais elle est surplombée d'une cave. Et là, Jean Luciani voit tout de suite que c'est là que ça va se tenir ou craquer. Il met un de ses caporaux-chefs, Schmitt, comme son nom l'indique, un légionnaire allemand, un ancien du front de l'Est, donc qui a l'habitude de ce genre de combat, et il lui dit « Tu t'installes ici avec ton groupe fusil-mitrailleur, et si c'est nécessaire, tu fais Cameron ». Quand un officier dit ça à un de ses subordonnés, tu fais Cameron, ce n'est pas un ordre anodin. Ça veut dire que tu tires, tu te bats jusqu'à la dernière cartouche, au besoin, tu te fais tuer sur place. Pendant 2 heures, l'artillerie pilonne, et puis vers 23 heures, la nuit évidemment est tombée. Il y a déjà de la casse due évidemment au pilonnage d'artillerie, et d'un seul coup, grand silence, et puis d'un seul coup, un cri déchire la nuit, Tien Len, les Viettes passent à l'assaut. Et là, c'est une marée humaine qui monte à l'assaut d'Eliane 2. Quand je dis une marée humaine, il ne faut pas oublier que les Viettes suivent un précepte que leur enseigne l'état-major chinois qui cornaque le général Giap à son PC, un enseignement qu'ils ont ramené de la guerre de Corée qui est le suivant, une position, ça ne se prend pas, ça se submerge. Une position, ça ne se prend pas, ça se submerge, quelles que soient les pertes. Jean Luciani m'a dit, c'est là que j'ai vu le courage d'un homme à la guerre, plus que dans un assaut. Dans un assaut, il y a un gars tous les mètres ou tous les 2 mètres, on tire, on crie pour se donner du courage. Là, vous voyez une marée humaine qui monte vers vous. Le premier sentiment que vous avez, c'est de dire « je ne les arrêterai pas, ils vont nous passer dessus, on va tous y passer, on fout le camp ». Mais foutre le camp, ce n'est pas dans l'ADN d'un légionnaire ou d'un parachutiste. Donc ils vont se battre. Première vague d'assaut, pliée. Deuxième vague d'assaut, pliée. Mais les Viettes ont encore grignoté 3-4 mètres. Troisième vague d'assaut, pliée. Mais ils les ont arrêtés à 3-4 mètres de la crête d'Eliane 2. Les armes sont tellement proches les unes des autres que le colonel Langlais, qui est dans la vallée, pense vers minuit que la position a été prise et commence à faire bombarder la colline. Jean Luciani, évidemment, décroche son radio pour leur dire « Je tiens, Eliane 2, arrêtez de tirer ». Langlais n'entend pas le message. Heureusement, Bijard, qui est à l'écoute sur le Chanel la nuit, a entendu le message et lui dit « Luciani, accroche-toi, je vais t'envoyer du renfort.
arrive en renfort une compagnie de son bataillon, le 6e bataillon de parachutistes coloniaux. La compagnie qui monte ce soir-là, elle est dirigée par un lieutenant que j'ai bien connu aussi, qui s'appelait Lucien Le Boudec. Il a fini général, Lucien, 11 citations. C'est un copain de promo de Jean Luciani, ils étaient ensemble à Koweït. Ils ont fait leur stage para aussi à Pau. Ils ont même un numéro sur leur brevet d'écart à un chiffre. Il y en a un qui a le 5702, l'autre le 5703. Vous voyez, c'est l'ordre. Voilà. Lucien Le Boudec et Jean Luciani ne se sont jamais quittés. D'ailleurs, quand le général Le Boudec est décédé, il est décédé il y a une petite dizaine d'années maintenant à l'hôpital Bégin. Jean Luciani était là à la veille de son décès à Lucien pour lui tenir la main, pour l'accompagner voilà, dans son dernier saut vers Saint-Michel et les oies sauvages. Voilà, pour dire l'amitié qui les liait tous les deux. Arrive derrière le général Le Boudec, à l'époque lieutenant, un petit radio qui s'appelle Robert Ragouillot. J'en parle parce que c'est sa veuve aujourd'hui qui dirige la NAPI dans la région sud-ouest et c'est son petit-fils qui est notre porte-drapeau dans toutes nos cérémonies. Arrive une autre compagnie du 8e choc, celle-là. Le 8e choc, c'est un bataillon frère presque du 1er BEP. Pourquoi ? Parce que c'est les 2 seules unités aéroportées qui n'ont jamais été relevées de Dien Bien Phu. Toutes les autres unités para ont sauté sur Dien Bien Phu au moment de l'opération Castor, la prise de la vallée, mais ils sont repartis. La guerre ne s'arrêtait pas Dien Bien Phu, ils sont partis au Laos notamment, etc. Mais ils sont revenus au cœur de la bataille. Mais le 1er BEP et le 8e choc, jamais n'ont été relevés. Ils sont arrivés le 21 novembre, ils sont restés jusqu'au 7 mai. Les gars, si vous faites le calcul, quasiment pendant 6-7 mois, ils ont dormi dehors dans des trous. Sur l'aspect physique, ça compte. Ceux qui ont fait des stages ou des raids dans les stages qu'on fait dans l'armée française, quand on dort dehors, au bout de 8 jours déjà, c'est déjà pas mal. Mais là, pendant 7 mois, plus la marche dont vous a parlé M. Villatou il y a quelques instants. Dans cette compagnie qui était dirigée par le commandant, le lieutenant Bailly, un magnifique officier que Jean Luciani retrouvera au 11e choc en Algérie plus tard et qui deviendra même le parrain de son fils Jean-Michel, j'ai connu un petit caporal. Vous voyez, je vous parle vraiment des héros méconnus, mais c'est eux les vrais héros de la bataille de Dien Bien Phu, qui s'appelait Aimé Trocmé. Aimé Trocmé était le porte-drapeau historique des anciens de Dien Bien Phu. Il avait déjà fait un séjour en Indochine sur la RC4, au bataillon de marche du 8e régiment de tirailleurs marocains. La RC4, pour ceux qui en ont entendu parler, la France a perdu quasiment 5000 hommes en une semaine. Le 1er BEP qui avait sauté, ils avaient sauté à 600, ils étaient rentrés à 23. Le bataillon de marche du 8e RTM, auquel appartenait Métrocmé, ils étaient 450 en fin de séjour, ils devaient rentrer en métropole, ils sont rentrés, ils étaient 7. Parmi les 7 survivants, Trocmé, pendant 3 jours et 3 nuits, sans manger, sans boire, au milieu des Viettes, dans une véritable chasse à l'homme, il leur a échappé comme ça. Il est rentré en métropole à la fin de son séjour, il était tourneur-fraiseur dans les usines, mais tous les jours, c'était la bagarre avec la CGT et le Parti communiste, qui à l'époque faisait 25%, c'est pas le Parti communiste de M. Roussel d'aujourd'hui, 25%. Donc il en a eu marre, il a rempilé, et il a rempilé dans les paras, et il est arrivé à Dien Bien Phu. Il m'a dit, quand on est arrivé sur la crête d'Eliane 2, j'avais jamais vu ça, même à Koksa, même dans les gorges à Koksa, sur la RC4. Les tranchées, il y avait quasiment un mort tous les mètres, et quasiment sur les morts, quelquefois, un blessé en train d'agoniser que personne ne pouvait soigner, et on était obligé de marcher sur eux pour pouvoir rejoindre nos positions de combat. Résultat, au petit jour, voilà comment ça a tenu la première nuit. Mais cette sérénade, ça a duré pendant 107 heures. Mais dès la première nuit, déjà, il y a de la casse. Le lieutenant Rollin, qui dirige la première section, a eu la jambe arrachée, presque. Il a fallu multiples opérations pour qu'il remarche et qu'il reprenne une compagnie du 14e RCP en Algérie. Le petit Dumont dont je vous ai parlé, qui était un Orsa, qui n'avait pas connu son baptême du feu, il est blessé. Jean Luciani lui dit, tu descends de faire soigner à l'antenne chirurgicale, quand t'es pensé, tu remontes, j'ai besoin de toi. À peine est-il monté dans un camion au bas d'Eliane 2 qu'il est percuté par un obus de 120, on ne trouvera jamais rien du petit Dumont. Voilà. J'ai connu un officier aussi de ce bataillon marocain, il s'appelait Serge Fontinelle, c'était lui aussi un Orsa. Quand il voyait Jean Luciani, il se mettait à pleurer. Il me disait, sans lui, la première nuit, on y serait tous passés, tous. Et c'est lui qui nous a sauvés. D'ailleurs, il y avait un jeu entre eux, il l'appelait toujours mon lieutenant. Et Jean Luciani, qui était un homme d'humour, disait toujours, dis donc, depuis 54, tu pourrais quand même me passer capitaine. Voilà, ça a duré 107 heures comme ça. Et Jean Luciani était blessé la 3e nuit, à la tête et aux yeux. Pendant 3 semaines, il est resté dans un trou de combat à l'infirmerie du 8e choc. Et au bout de 3 semaines, il est remonté en ligne où il a été à nouveau blessé au poumon. C'est comme ça qu'il a pris la piste de captivité le 1er mai. Il a été fait prisonnier avant le 7 mai. Pendant qu'on se bat sur Eliane 2, sur Eliane 1, l'état-major dit qu'il faut qu'on reprenne absolument cette position. C'est la colline voisine. Sur Eliane 1, l'unité qui est la plus proche d'Eliane 1, au pied d'Eliane 1, c'est le 6e bataillon de parachutistes coloniaux du commandant Bijard.
La compagnie s'élance en tête. La meilleure compagnie peut-être du bataillon Bijard, c'est la 12e. Elle est dirigée par un lieutenant qui s'appelle Hervé Trapp, qui finira lui aussi général, qui est aussi un copain de promo de Lucien Leboudec et de Jean Luciani à Coët. Il s'est battu, lui, au bataillon de choc pendant la libération de la Corse. Et ces 4 sous-officiers, je veux aussi parler d'eux parce que voilà des soldats légendaires dont on ne parle jamais dans les livres d'histoire et qui pourtant ont écrit les plus belles pages de gloire de Dien Bien Phu. À la une, un homme qui a donné son nom à une promotion de Saint-Mexan, le sergent-chef René Baliste, ancien du 3e bataillon colonial parachutiste anéanti sur la RC4. À la 2, le sergent-chef Boutou. À la 3, le sergent-chef Pierre Flamand, dont je viens de faire un grand entretien avec lui, un Pierre Flamand qui avait déjà lui aussi un séjour dans les Jambes, au Pays Thaï, où il a encadré des partisans, des supplétifs, comme le disait tout à l'heure le colonel Philippi, un soldat exceptionnel. C'est le soldat le plus décoré de la NAPI, il est grand officier de la Légion d'honneur. Il est titulaire de 9 citations, dont 5 palmes. Pour un sous-officier, c'est pas mal. Et à la 4, un autre sous-officier légendaire qui se trouve être le beau-frère de Pierre Flamand, l'adjudant Guy Prigent, un ancien parachutiste SAS qui avait été largué le 5 juin 1944 en Bretagne sur le maquis Saint-Marcel pour empêcher les divisions allemandes de remonter vers la Normandie et qui a déjà fait un séjour en Indochine et qui a participé notamment à la première grande opération aéroportée début 1947 sur la cotonnière de Nam Dinh. À l'aube, cette compagnie s'élance. En une demi-heure, ils sont au sommet. Devant eux, une équipe de légionnaires avec des lance-flammes, mais derrière, la compagnie Trapp. Je vous laisse imaginer ce que c'est que voir arriver sur ces positions des lance-flammes avec les gars qui arrivent derrière. Et Pierre Flamand m'a dit, en une demi-heure, on est arrivé au sommet. Problème, on leur avait dit, si vous reprenez Eliane 1, on va vous parachuter une unité cet après-midi. A priori, ça devait être le 2e bataillon du 1er régiment de chasseurs parachutistes du commandant Bréchignac, un excellent bataillon qu'on appelait la machine de fer, ce qui n'est pas par hasard. Manque de bol, Hanoï n'a pas pris la gravité de la situation, ne fait pas larguer le premier CP. On demande aux 6, aux garçons du 6 qui sont montés sur Eliane 1, qui l'ont conquise de haute lutte, de redescendre. Pendant 10 jours, les Viettes vont se réinstaller sur le sommet d'Eliane 1 et vont bombarder tout aux alentours. À tel point que Bijard en a eu marre, et il a dit « on va reprendre la colline ». Et effectivement, les gars du 6 vont reprendre la colline. Mais à quel prix? Écoutez bien. La 12e compagnie qui s'élance en tête est tuée. Le sergent-chef Baliste, dès la fin de l'assaut, au moment où on coiffe le sommet. Baliste est tué. Ces hommes l'aimaient tellement aussi qu'ils sont remontés pour essayer de lui retirer son alliance pour pouvoir la ramener à sa femme qui était infirmière à l'hôpital d'Hanoï. Aucun n'a réussi. Un a été tué, l'autre n'a pas pu approcher du corps. Son adjoint, le sergent Gosse, voilà aussi des héros dont on ne parle jamais. Le sergent Gosse, pendant l'assaut sur Eliane 1, il a pris une balle dans la figure qui lui a emporté la moitié de la figure. Il a encore l'humour de dire « moi qui m'appelle Gosse, on ne pourra plus dire que je suis un beau gosse ». Il redescend de la colline pour aller se faire soigner et comme le petit Dumont, en montant dans l'ambulance, il est percuté par un obus de 120. On ne retrouvera rien non plus du sergent Gosse. À la 2e section, le sergent Boutou, blessé. Son SOA, le sergent Horacio Fopoli, blessé. Lui, il mourra en captivité. L'adjudant Prigent, qui dirige les armes lourdes de la section, tué. Quand il redescend, il n'y en a qu'un seul qui est redescendu, c'est Pierre Flamand. Quand il est redescendu, le capitaine Trapp, qui dirige la compagnie, lui dit « tu vas déjà commencer par enterrer ton beau-frère, et puis tu vas me refermer la casemate en allant voir ce qui s'est passé dedans, pourquoi les mitrailleuses ne tirent plus ». Les mitrailleuses, évidemment, n'étaient pas montées sur Eliane 1, elles effectuaient des tirs de flanquement. Quand Pierre Flamand est rentré dans la casemate, il le dit dans cet ouvrage, il me dit « j'avais jamais vu ça, c'était une vision d'épouvante. Un obus était rentré par l'embrasure de la casemate, et tous les gars à l'intérieur ont été déchiquetés. Ils étaient tous collés sur la paroi, une section entière collée sur la paroi. Comme ça, lui, il avait les Rangers dans le sang, quoi. Il me dit, une scène comme ça, j'en ai jamais revu plus tard. Même en Algérie, j'ai jamais vu ça. Voilà les combats, ce que ça a été sur Eliane 1. Évidemment, ils ont été relevés. Ils ont eu, enfin, le premier CP est revenu les relever. Et le premier CP, gloire à lui aussi, a connu un martyrologue quasiment jusqu'à 2-3 jours avant la fin de Dien Bien Phu, où ils ont tenu. Dès le premier soir, Pierre Flamand m'a dit, les Viettes se sont acharnés sur eux, sur le sommet de la colline, à tel point qu'avec les tirs d'artillerie, la crête d'Eliane 1 était rouge comme un volcan incandescent. Vous voyez, lui, il était en bas avec ses gars, il disait, qu'est-ce qu'ils prennent? J'en aimerais pas être à leur place. Mettez-vous à la place de ces garçons. Eliane 1, c'est l'équivalent en surface de 2 terrains de tennis maximum. Ce n'est pas une colline qui s'étend en longueur. 2 terrains de tennis. Quand vous êtes pris sous un tir d'artillerie là-dessous, c'est une catastrophe. Bon, les gars du premier CP vont tenir comme ça jusqu'au 3 mai, je crois. Et le 3 mai, la dernière offensive, parce qu'il faut que j'en parle aussi, parce que là, pour moi, c'est ça être un homme.
La compagnie du 1er CP qui tient cette colline, la compagnie Le Guéret, est quasiment anéantie. Bréchignac, le chef de bataillon du 1er CP, envoie une compagnie, ce qu'il en reste, disons, à peu près une centaine de garçons, commandés par un officier breton, qui parle en breton, des fois même à la radio avec ses compatriotes, pour pas que les Viettes comprennent. Il s'appelle Yves Périllou. C'est la 3e compagnie du 1er CP. Quand Périllou monte sur la crête des Lianes 1, il a fait face aux derniers assauts sur la colline. On estime qu'ils étaient 4 contre 100 ou 200. Il a demandé des renforts. Toutes les compagnies étaient au contact sur tous les points d'appui. Personne n'a pu aller leur donner un coup de main. Il a dit « bombardez-moi ». Commencez par faire un tir d'arrêt sur la crête des Lianes 1 et bombardez-moi. J'essaierai de percer pour redescendre vers les lignes françaises. Les gars du 1er CP ont réussi à percer. Mais Périllou, lui, il y est resté. Voilà un petit peu ce que c'est que les combats de Dien Bien Phu, des héros dont on ne parle pas. Et je voudrais finir, parce que on arrive, je pense, au bout. Je voudrais dire quand même un mot de ceux qu'on a appelés les volontaires d'un saut. Parce que pour moi, ça, c'est l'héroïsme, presque, j'aurais tendance à dire, chimiquement pur. Voilà des garçons à travers l'Indochine à qui on a demandé s'ils étaient volontaires pour aller à Dien Bien Phu. Il y en a 2000 qui se sont présentés, qui n'étaient pas parachutistes, on est bien d'accord. Sur les 2000, il y en a 800 à peu près qui ont été largués, dont la moitié sont des Vietnamiens. Il faut se mettre dans les conditions de ce largage. Voilà des types qui n'ont jamais sauté en parachute, qui vont être largués de nuit, sous le feu viet, sans savoir vraiment où ils vont atterrir et qui va les récupérer. J'en ai connu 2. Il y en a un qui est décédé. C'était un lieutenant, les 2 sont de l'artillerie coloniale. Les 2 sont décédés. Un est décédé, et l'autre, c'est notre responsable de la NAPI en région PACA, Pierre Monjal, il s'appelle. Il avait même voulu s'engager dans les paras, mais il ne pouvait pas, il avait les pieds plats. Mais là, ils ont été moins regardants. Donc, il a sauté. Il m'a dit, d'abord, quand on arrive au-dessus de Dien Bien Phu, l'avion a été pris dans des tirs de DCA dont tremblait de partout. Ils ont été largués. Quand on a sauté, que le pépin s'est ouvert, en dessous de nous, on se serait cru le 14 juillet, la libération de Paris. On voyait les traçantes qui montaient sur nous. On s'est dit, c'est pas possible. Je ne sais pas si on va pouvoir atterrir. On va être tué avant. Et quelque chose les a marqués. L'odeur. Il m'a dit, quand on est descendu vers Dien Bien Phu, ça sentait évidemment la poudre, évidemment tous les explosifs, mais ça sentait aussi la charogne, parce qu'il y avait des morts partout, et les excréments. Voilà, je voulais avoir une pensée pour ces garçons. Là, ça, pour moi, c'est l'héroïsme chimiquement pur. Et je me dis quelquefois, les jours de désespérance, quand on voit notre pays en train de partir à volo, quand on voit ce que la société sécrète d'aujourd'hui, je me dis, on n'a pas le droit de décrocher. Il faut être fidèle à ces garçons-là parce qu'eux, ils sont restés fidèles jusqu'au bout. Et leur exemple nous incite à nous tenir debout. Je vous remercie.